Et salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la rencontre entre Marseille et Metz. Bon, c'est dommage, hein, c'est très dommage comme résultat, un partout. Dommage parce que, alors évidemment, un partout avant ce match on aurait signé, hein, et bien, forcément qu'un tel résultat aurait été assez intéressant pour nous. Mais c'est vrai que les circonstances du match ont été assez particulières et font que on a un petit regret à la vue de ce résultat. On a assisté avec Grenade Forever à cette rencontre. Évidemment, nous étions comme des fous quand Nian a marqué le but. Hein. Malheureusement, nous étions très tristes quand Sanson a égalisé pour Marseille. Il est avec nous. Comment vas-tu, Grenade Forever? Bonjour Monsieur Socket, écoute, ça va très bien. Hein, j'ai envie de retenir le positif quand même. Avant le match, on aurait signé tout de suite pour un résultat comme ça. Le scénario fait qu'on a des regrets. Mais bon, dans la globalité, on ressort quand même avec beaucoup de certitude. Certaines satisfactions, on va dire. Certitude, bon, tu Certaines sais, satisfactions. on est, Certitude est peut-être un grand mot. on est surtout qu'à 5 journées, tu sais, après le début du championnat, c'est peut-être un peu dur de parler de certitude. En tout cas, on a des satisfactions dont on va développer les principales idées durant ce débrief. Avant de commencer, deux petites choses. Premièrement, comme d'habitude, ce débrief il est coupé en plusieurs parties. Hein. Vous avez dans la description de la vidéo, vous avez toutes les parties que l'on va aborder. Donc vous pouvez directement cliquer sur la partie qui vous intéresse le plus. Deuxième chose, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre chaîne, c'est gratuit. Vous êtes plus de 610, quelque chose comme ça, abonnés environ. Donc vraiment un grand merci pour votre soutien. Si vous voulez nous soutenir, c'est facile, donc vous vous abonnez. Les commentaires, c'est votre espace, c'est là où vous pouvez un peu vous exprimer sur ce match, nous dire un peu ce que vous avez pensé de la rencontre entre Marseille et Metz, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé, qu'est-ce qui vous a le plus énervé, et on va en parler après avec Grenade Forever. Deux, trois petites choses assez sympathiques. Le petit like aussi pour la vidéo, ça fait toujours plaisir. Commençons Grenade Forever par rappeler le petit contexte de cette rencontre. Alors, deux équipes qui étaient pas dans la même situation. Déjà au niveau, au niveau victoire, nul, défaite, mais aussi en termes de série de matchs, parce que on l'avait expliqué un peu Grenade Forever dans l'avant-match, mais Marseille en était à sa troisième réception d'affilée. C'est-à-dire qu'ils étaient, alors pour petit rappel, mais ils avaient fait un match contre Saint-Etienne à domicile, malheureusement perdu, hein, sur le score de 2-0. Ils avaient reçu 3 jours plus tard Lille. Ils ont fait un partout et une semaine après, donc ils reçoivent le FC Metz, donc 3 matchs d'affilée à domicile pour eux, avec effectivement une partie assez compliquée en ce moment au vu de leurs résultats. Pour le FC Metz qui sortait d'une victoire à l'arrache, on peut le dire, contre Reims, victoire de buts 1, je vous le rappelle, le débrief est présent d'ailleurs sur la chaîne. Déplacement donc du côté de Marseille, avec, on l'a très bien dit, Grenade Forever, un petit espoir de résultat, en tout cas. On avait un espoir en se disant on peut peut-être accrocher un point, tu vois, à l'extérieur vis-à-vis de Marseille. Finalement, quand on voit ça, pour un peu contextualiser le match, c'est qu'on sort du match contre Reims avec un peu de satisfaction quand on voit que Nian, par exemple, débloque son compteur, tu vois, à 2 reprises. Donc ça, c'est une première chose intéressante. On a senti une meilleure mentalité de l'équipe qui voulait un peu plus aller vers l'avant, un petit peu plus, hein, soyons très prudents quand même. Donc à ce niveau-là, et puis on était content aussi de voir que les fins de match où on était, je dirais, assez friable, hein, tu vois, dans les fins de match, on a réussi à retourner cela en notre avantage et à gagner contre Reims dans les derniers moments. Ce qui nous amène à une interrogation Grenade Forever et pour notamment les 11 de départ, c'est que tu sais, on sortait de Reims, on se disait ok, contre Reims, on a remis le système en 4-3-3 normal, sachant que les matchs auparavant contre Lille par exemple, ou contre Paris, on a sorti, alors je sais que certains aiment bien parler de 3-5-2, mais en réalité c'était plutôt un 5-3-2 hein, quand tu vois le positionnement des latéraux défensifs, donc un schéma assez défensif, et on se disait pour Metz, quelle allait être la recette tactique qu'allait mettre en place, tu sais, Vincent Lyon pour ce match, et c'est vrai que quand on voit ce 11 de départ, Grenade Forever, avec notamment finalement, il fallait juste compenser l'absence de Vincent Pajot qui était suspendu. Donc numériquement, c'est Fofana qui l'a remplacé.
on est parti sur un 4-3-3 hybride au final, si je me trompe pas. On est parti sur un 4-3-3 hybride avec un peu Maïga, un peu piston droit, Farid avec beaucoup de liberté. Mais au final, en deuxième mi-temps, on a quand même vu que Farid collait aussi beaucoup la ligne. Alors bon, c'était selon les phases, quoi. C'était du hybride. Ouais. Après, en phase défensive, ça se transformait même des fois en 4-4-2 avec Maïga côté droit, Nguet côté gauche et Farid vraiment derrière Nian. C'était intéressant tactiquement ce qu'avait fait Vincent Aignan. Après, c'est vrai que c'était un schéma que l'on avait vu un tout petit peu en préparation. Alors, c'est vrai que tu l'as très bien dit, mais offensivement, Farid Boulaya, tu sais, va avoir la grande liberté de faire le jeu qu'il fait, c'est-à-dire de pouvoir créer comme il a envie. Par contre, c'est vrai que défensivement, on va attendre de Boulaya qu'il compense son déplacement à un moment donné en revenant sur son côté, tu vois, pour aider à la tâche défensive. Ça, c'est vrai qu'on est d'accord. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de... Tu sais, j'ai vu des médias qui ont souligné le fait qu'on n'était pas vraiment dans un 4-3-3 hybride. En même temps, ils peuvent pas forcément connaître cette formule-là. Tu sais, beaucoup ont parlé de 4-4-2, tu vois. C'est ça. Tu vois, donc je trouvais ça assez intéressant. La seule chose qui était importante à retenir, c'est que il y avait des joueurs qu'on surveillait, tu sais, par rapport à son de départ. On avait parlé de ça en avant-match, notamment de la prestation d'un Victorien Angban. Là, on a vu le retour de Fofana, on va dire, tu vois, qui était là aussi quelque chose d'assez intéressant. Et Fofana en 6, surtout. Et surtout Fofana en 6. Et donc Maïga qui n'était pas à son poste de numéro 6. Et, effectivement, on n'est pas dans des surprises immenses. Même si certains, tu sais, genre Delaine, Udol, bon, même en avant-match, on disait que Udol, tous les jours de l'année, il serait aligné. En plus, il y a Thauvin qui est son vis-à-vis, donc forcément, il n'y avait pas trop de doute à ce niveau-là. Petit rappel par rapport à Marseille quand même, parce qu'on va pas développer forcément grand-chose sur Marseille, mais Marseille est venu avec son 4-2-3-1, en fait, hein, le même qui était mis en place contre Lille, avec, par exemple, comme joueur... pas vraiment de surprise. Benedetto en pointe, Thauvin, Payet sur les côtés, Sanson, une sorte de numéro 10, on va dire, Camara, Rongier. Il y avait juste, donc, comme on l'avait dit, Nagatomo qui remplace donc encore une fois Jordan Amavi, qui était toujours suspendu, et Bounassar avait été annoncé en avant-match qui n'était pas présent parce qu'il était, je crois, blessé. Covid. Retour de Covid, ouais, merci, pas blessé. Ouais, retour de Covid. Ouais. Et donc c'est un peu les 2-11, tu vois, mis en place. Donc tactiquement, déjà très content de voir que Metz nous a pas sorti son fameux 5-3-2 que l'on a vu, qui a été absolument terrible à regarder pour ceux qui ont regardé la rencontre contre notamment Lille ou le Paris Saint-Germain. Alors ensuite, passons maintenant, je dirais, au cœur du débrief. C'est-à-dire qu'on va un peu donner nos impressions générales, moi et Grenat Forever, sur cette rencontre, et on va s'attarder sur des points précis. Il y a 2-3 points précis sur lesquels il faut un peu s'attarder pour analyser ce qui s'est passé. Tout d'abord, impression générale Grenat Forever. J'aimerais commencer, et puis après j'aimerais te donner la parole dessus. C'est que on se disait, donc on sort de Reims, qu'est-ce que va faire Metz ? Est-ce que Metz va jouer hyper bas ? Est-ce que Metz va jouer plutôt, tu vois, équilibré, on va dire ? Est-ce qu'ils vont jouer plutôt haut ? Et notre crainte absolue, c'est de revoir ce qu'on a vu notamment contre Lille, tu sais, où on avait peur d'aller vers l'avant, ce genre de choses. Et là, par contre, étonné déjà de voir le positionnement du bloc messin, qui se retrouve quasiment au niveau de la zone médiane. Hein. C'est-à-dire qu'on a cherché à jouer un peu le piège du hors-jeu, je dirais. C'est-à-dire que, tu sais, on a dit en gros, on va laisser Marseille tenter, tu sais, de jouer long dans notre dos. Nous, on va avoir la solidité, en fait, pour résister à cela et pour même intercepter les ballons qu'elle arrive à ce niveau-là. Et finalement, tactique qui a très très bien fonctionné, parce que Marseille, notamment en deuxième mi-temps, a quand même eu beaucoup de mal à tu vois, se créer des occasions dangereuses. En deuxième mi-temps. Hein. Ouais, bien sûr. Mais c'est surtout ce sentiment que, tu vois, le bloc beaucoup plus haut, et surtout les défenseurs, tu vois, étaient vachement hauts par rapport au match face à Lille ou face au Paris Saint-Germain. Et offensivement, Grenat Forever, offensivement, parce que ça se voit un peu en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, quand on en parlera après, mais quand il y a après avoir marqué contre Marseille, c'est le premier but,
quand tu vois que Metz continue à attaquer avec 3-4 joueurs offensifs, tu vois, alors qu'on mène 1-0, j'ai presque envie de me dire, mais en fait, ça balaye totalement ma théorie selon laquelle, quand Metz mène 1-0 face à des équipes qui sont censées être plus fortes qu'elle, Metz recule. Et là, Metz mène 1-0, et Metz ne recule pas. Et Metz domine. Bah, Metz domine. On va dire que y a les actions franches de Metz. Ouais, mais les actions franches de Metz, je suis d'accord qu'elles font. Surtout en deuxième mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, tu vois, il faut quand même être un peu honnête. Hein. En première mi-temps, Marseille a quand même des occasions qui te font un peu. Alors, elles sont pas forcément cadrées, je suis d'accord, mais tu sais, t'as quand Payet est positionné dans l'axe, tu sais, à un moment donné où il est au point de pénalty, où il doit la cadrer. Il t'a mis carrément au-dessus. C'est le premier quart d'heure. C'est ça, ouais. C'est un peu le premier quart d'heure pour moi où Metz était vraiment pas dedans et on s'est dit oula, va falloir qu'ils réagissent parce que ils étaient un peu bas et passer cette occasion de Payet, j'ai l'impression que ça les a réveillés et à partir de la fin du premier quart d'heure, on a vu un FC Metz quand même jouer quand même très, très compact, vachement haut quand même, ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir et ils ont su le faire, surtout voilà en deuxième mi-temps où généralement c'est notre péché mignon. Où les débuts de deuxième période et sur la durée, je sais pas si c'est physique ou inconsciemment on recule et là non. À 0-0, à 1-0, on a continué à attaquer et à 4, à 5 dans la surface adverse. Hein. Ouais, et surtout t'as pas eu, comme je dis, t'as pas eu la chocotte quand tu ouvres le score vers la 70e, 71e minute de jeu, t'as pas eu les chocottes de, tu sais, genre on recule, on bouge plus, là t'as continué à attaquer et tu fais au final une deuxième mi-temps qui est assez satisfaisante, tu vois, dans le contenu. Mais dans l'ensemble général, pour terminer un peu cette idée de cette impression générale du match, bah, quand tu regardes même les stats, tu dis en fait que c'est presque logique, je dirais, que la rencontre se termine sur un partout. Parce que certes, il y a les momentum avec Metz qui aurait pu mettre 2 buts, tu vois, en fin de match, par exemple, tu vois, c'est évoqué. Mais sur l'ensemble du match, donc y compris la première mi-temps, tu dis que finalement un match nul, c'est pas illogique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas illogique, mais c'est le scénario qui est oui, frustrant. Voilà. Quand je vois qu'on a qu'à la 90, 92e, on attaque encore à 4 ou 5 pour essayer d'aller planter le deuxième, alors qu'on pourrait se dire on met un bloc, on n'attaque plus. Bah, à la limite, je préfère me faire tuer comme ça, même si c'est pas de la manière où j'aurais préféré me faire tuer. Bah, je préfère me faire égaliser entre guillemets de cette manière, même si ça fait chier. Et on expliquera pourquoi après, mais plutôt que de se faire égaliser parce qu'on a décidé de mettre l'autobus et que voilà. Entièrement d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai que même moi, je l'avais dit, en fait, vu la façon dont les joueurs ont joué, notamment la deuxième mi-temps et après le premier but, honnêtement, il n'y a rien à leur reprocher. Parce que tu vois, effectivement, t'es mort avec tes idées. Enfin, t'es mort. T'as fait match nul, mais t'as encaissé ce but, mais c'est avec tes idées, quoi, qui étaient d'attaquer. Et au final, on peut rien reprocher aux joueurs d'avoir fait cela parce qu'au final, c'était la bonne chose. Et même, ça nous a donné un peu de motivation pour regarder ce match jusqu'au bout. Et j'aimerais qu'on s'attarde sur des points précis, Grenat Forever. Tout d'abord, le premier but. Parce que, bon, déjà, on s'attendait pas à voir le but là. Je pense que 71e minute de jeu, donc ce centre venant de Mathieu Hudol, dont on parlera après. Hein. Côté gauche, pour la tête d'Ibrahima Niane qui trompe Steve Mandanda. Honnêtement, alors on va passer à côté du fait qu'effectivement la défense de Marseille a totalement, plongé sur cette action, parce que bon, le marquage sur Niane était absolument déplorable. Hein, je pense que il faut être assez, on va dire, honnête là-dessus. Néanmoins, quand tu regardes l'action du but, on n'est clairement pas Grenat Forever. Tu me dis si je me trompe. La façon dont l'attaque s'est construite sur ce but-là, c'est pas vraiment la même mentalité que l'on voit, tu sais, à la fin du match. C'est-à-dire qu'à la fin du match, on voit une attaque, tu sais, de Metz à des fois 4-5 joueurs qui attaquaient. Là, sur l'action de but en question, donc le but de Niane,
bah, il n'y a pas genre 4-5 joueurs de Metz, c'est qui sont dans la surface et qui font une attaque de masse, tu vois. C'est en gros, bah, il y a un centre, Dudel, très bon centre. Nian dans la surface, comme quoi quand il va dans la surface, ça aide. Hein. Nous, arrêtons pas de dire qu'il devrait arrêter de toujours des fois jouer un peu avec le frein et aller dans la surface. Bah, quand il va dans la surface, bizarrement, ça marche mieux. Hein. Contre Reims, ça a marché. Et donc là, ça marche encore cette fois-ci contre Marseille. C'est un peu, je dirais, tu sais, une ouverture du score. J'ai pas envie de dire que c'est de la chance, mais tu vois ce que je veux dire. Quand tu as autant peu de joueurs présents offensivement sur l'action. Ah bah oui, mais après il était placé au bon endroit, il a su bien se placer. Déjà, oui. Là aussi la qualité de centre qu'on va parler, parce qu'elle est magnifique, parce que bon, si le centre il arrive dans une autre zone, bah c'est merdique quoi. Non mais il suffit de voilà, l'action est belle, c'est une attaque placée qui part du milieu de terrain, on décale le latéral. Ils sont deux parce qu'il y a Nian, mais il y en a un, ça doit être Nguet qui rentre au même moment dans la surface. Le centre est bon. Les Marseillais, bon bah voilà, ils défendent n'importe comment. Tant mieux pour nous et le but est beau. Effectivement, et Nian qui donc marque son 3e but après 5 journées de championnat. Autant que Diallo l'année dernière au même moment pour les mauvaises langues. Je sais plus si c'était 3 buts ou 4 buts. C'était 3 buts, j'ai vérifié. C'est donc autant que l'année dernière. Ouais, comme quoi. Les mauvaises langues, quoi. Ouais. Et il marque contre Marseille et contre Reims. Reims qui était réputé comme étant une bonne défense l'année précédente. Mais bon, c'est vrai que ça change un petit peu toutes ces choses-là. Mais voilà quoi, lui ça le met effectivement en confiance. Et on parlera de Udol après, dans une partie sur les tops et flops. Mais c'est vrai que ce but-là, je veux pas dire qu'il arrive à contre le cours du jeu, mais c'est vrai qu'il arrive à un moment où nous, tu vois, on s'attend absolument pas à ce que genre ça fasse cela à ce moment-là, tu vois. On sent que le combat est assez difficile pour les deux équipes, tu vois. Marseille qui a la pression en plus de devoir gagner à domicile après 2 revers au stade Vélodrome. On sentait que le match allait quand même être pas simple, surtout en deuxième mi-temps. Et déjà, première chose un peu bizarre, et c'est un peu le deuxième point, mais 66e minute de jeu, Vincent Oignon, il sort Nian. Alors, on parlera d'un autre changement après, mais ce changement-là, Grenade Forever, bizarre. Bah après, Vincent Lyon nous explique qu'il est marqué ou qu'il n'aurait pas marqué, il avait quand même prévu de faire rentrer Habib Diallo pour le dernier quart d'heure à sa place. Donc en fait, le fait qu'il marque, ça n'a rien changé dans la tête de Vincent Lyon. Ouais, mais je veux dire, mais c'est bizarre. Parce que il est clairement énervé quand il sort, ça se voit, parce qu'il a marqué. Il est pas énervé, il est surpris. Il est pas énervé, il est surpris. Tu sais, il dit moi. Tu sais, tu le vois, l'expression du visage qui dit moi. Mais quand Vincent Lyon te dit que voilà, dans tous les cas, marqué ou pas marqué, il l'aurait quand même sorti pour faire rentrer Habib Diallo un quart d'heure. Bon, bah après, le comprendre, je sais pas si. J'arrive à le comprendre parce que voilà. Je me dis, reste un quart d'heure, il veut un mec comme Habib Diallo qu'on sait que dans la conservation du ballon, il est peut-être un peu meilleur que Ibrahima Niane. Bon. Ah, tu veux dire que pour temporiser, il aurait été mieux d'avoir Diallo que Niane à ce moment-là Ça me choque pas. Voilà, je conçois qu'au moment-là, il garde encore Boulaya et Nguet parce que c'est des profils un peu plus percutants et qu'il fait donc du poste pour poste. Ça me gêne pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça peut énerver Niane parce que oui, t'as marqué, ça fait chier de sortir. En plus, c'est quoi? C'est 2 minutes après qu'il est marqué. Hein, 5 minutes. C'est même pas un quart d'heure après. Hein. Ouais, non, mais en plus, c'est sur un coup de pied arrêté, je crois, pour Metz, si je me trompe pas. Non, mais clairement, c'était très surprenant cette sortie-là, qui aurait peut-être pu avoir un impact. Tu sais qu'il y a notamment cette fin de match où t'as pas mal d'occasions que tu ne réussis pas à rentrer dedans. Et un joueur comme lui qui prend un coup de confiance après avoir marqué son but, aurait peut-être pu, tu vois, répondre à ce besoin que disait Vincent Oignon en conférence de presse d'après-match, de dire que voilà, il aurait fallu tuer le match. Et c'est vrai que peut-être qu'il aurait été intéressant à ce niveau-là, surtout quand tu sais que Diallo, pour l'instant, on n'est clairement pas sur le Diallo de la saison dernière. Tu sais, en termes de niveau de forme, on sent que Diallo, c'est
Ah bah c'est pas pareil aussi. C'est pas pareil. Tu sens qu'il est Là, pas le même enfin, que l'année dernière. Et mais c'est clairement, normal. oui, non, mais ce qui est normal bien sûr, mais tu sens que finalement, ben, t'aurais peut-être bien voulu encore garder Nian, tu vois, parce que tu sais que Nian il est dans la forme du moment. Il vient de marquer 5 minutes auparavant. Tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça que je te dis que même lui, quand il est surpris, bah, je comprends J'ai sa réaction de surprise, l'impression quoi. que pour Diallo, il y a aussi, enfin, il y a peut-être des raisons extrasportives qui fait qu'on le fait jouer un petit peu un quart d'heure. Mais pourquoi ne pas Mais l'avoir fait jouer dans ce cas contre Reims, tu vois? ah bah ça, j'en sais rien. Ouais, c'est ça qui est très Parce très. que peut-être à contre Reims, et c'est vrai, il y a on cherche à gagner le match. Il préfère avoir un profil un peu plus percutant et faire rentrer Yad. Il laisse Nian qui est voilà. Là, il se dit on gagne 1-0, on veut peut-être essayer de garder un peu le ballon, de temporiser. Donc là, je peux sortir Nian et donner du temps de jeu à Diallo. Ouais, non mais je vois ce que tu veux Après, la dire. physionomie de la rencontre fait qu'il a fait ça. Oui, non, bien sûr. Mais Tu veux pas en vouloir à Vincent Ognon sur ça, ok, parce qu'après on en parlera. Je n'en veux en aucun cas sur ce qui s'est passé après, parce que j'expliquerai le pourquoi du comment que certaines personnes n'ont peut-être pas vu ce qui s'était passé avant le corner notamment. ouais, alors on va parler de ça effectivement. Alors ce fameux corner, on parle d'un changement qui a lieu à la 94e minute de jeu. Alors, c'est important de rappeler deux trois choses avant que je te demande ton point de vue sur le sujet. Donc 94e minute de jeu, il y a un corner qui doit être tiré par Marseille et Vincent Lyon décide de sortir Victoria Angban pour faire rentrer Boubacar Kouyaté. Kiki Kouyaté pour les intimes. En conférence de presse d'après-match, Grenade Forever, Vincent Lyon explique qu'il y a deux raisons qui l'ont poussé à faire ce changement. Je rappelle qu'il y avait 4 minutes de temps additionnel et qu'on était donc en théorie on amorçait la dernière minute de temps. Dans la 4e minute. C'est ça, on allait amorcer la dernière minute. Bon, il dit Vincent Lyon en conférence de presse que il fait rentrer Kouyaté pour deux raisons. Première raison, c'est parce que pour lui, c'est ajouter de la taille, sachant que Angban mesure 1m80 et Kouyaté, c'est à peu près 1m93, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, c'est plus d'1m90 en tout cas. C'est ça. Et donc, il se dit, je vais faire rentrer un avantage de taille sur coup de pied arrêté, et ça va permettre justement de ne pas se faire surprendre sur un coup de pied arrêté qui justement devrait être normalement la dernière action du match. Tu vois, vu que tu amorces la dernière minute. Oui, je comprends. Voilà, dans cette logique-là. Deuxième raison qu'il évoque, il dit aussi que Angban était fatigué. Alors, c'est vrai que... Fatigué pour 30 secondes, c'est vrai que ça peut... ça me gêne un peu quand même, tu vois, fatigué pour 30 secondes. Bon. Après ça, ouais, c'est gênant. Après, est-ce que Angban, voilà, et s'est dit... je suis peut-être cuit, je vais pas réussir à tenir le marquage sur le corner. Bon, après, ouais. Alors, ça peut tirer par les cheveux. Alors, surtout Grenade Forever, il faut ajouter une chose, c'est que il y a quand même des joueurs qui sont sortis du terrain côté Marseille. Parce que, ah, mais... quand Vincent Lyon dit je vais ajouter de la taille sur coup de pied arrêté, je rappelle quand même une chose, c'est que les joueurs qui sont sortis du côté de Marseille, avant ce corner, il n'y a plus sur le terrain Rongier, il n'y a plus Thauvin, il n'y a plus Nagatomo, il n'y a plus Camara et il n'y a plus Khaled Tachar. Khaled Tachar, c'est important parce que Khaled Tachar, c'était le meilleur buteur de l'OM avec Florian Thauvin avant le début du match. Ces joueurs-là ne sont plus sur le terrain. Ils sont remplacés numériquement par Maxime Lopez, qui n'est pas une menace normalement sur coup de pied offensif pour Marseille, normalement. Radonjic, voilà. Germain, même si tu gardais Angban, t'es quand même avantageux au niveau taille. Kawi, pareil. On va dire, allez, la seule vraie menace de taille qu'ils ont fait rentrer, c'est Pape Gueye, en soi. Mais tu perds quand même deux joueurs qui, physiquement, auraient pu te bousculer sur coup de pied arrêté, à savoir Khaled Tachar et Camara, pour en fait un seul joueur qui est physiquement imposant, à savoir Pape Gueye. Je veux dire, est-ce que le déficit physique, Grenade Forever, était vraiment présent pour Metz au point de devoir faire rentrer Kouyaté? Ah non, mais clairement pas. Moi, je pense pas. Mais après, comme tout entraîneur, moi, je pense que c'est même pas un problème de taille. C'est qu'il y a cette mentalité qui est peut-être pas la bonne. C'est de se dire, dans tous les cas, que tu es des joueurs d'1m90 ou 1m70, ça reste à coup de pied arrêté. Et tu as envie, quand tu es de mettre un défenseur qui a de la taille pour bouger les attaquants et être sûr de gagner le duel aérien.
peu importe qu'en face, c'est des gabarits qui sont intrinsèquement moins grands. Sur le fait, Grenade Forever, sur le fait que ce changement intervienne sur coup de pied arrêté défensif pour Metz, c'est que la pensée commune veut que faire cela à ce moment-là dans une telle situation, c'est pas Oui. Même si ça, même je suis d'accord, ça peut avoir une incidence sur sur une action du match, mais t'en penses quoi? C'est aussi le fait qu'il ait un peu, tu sais, transgressé cette règle non officielle qui veut que on fait pas ça sur coup de pied arrêté défensif. Ouais, ça, j'arrive même pas à lui en vouloir, moi. Je comprends ce qu'il fait. Il veut sécuriser, c'est tout à son honneur. Si on n'aurait pas pris le but, on aurait dit il a bien fait. Bon, c'est toujours pareil quand ça tourne dans un sens, ben on est content. Quand ça tourne pas dans un sens, on lui tape dessus. Bon, bah ça c'est. C'est clair. Mais non, je lui en veux pas, moi en fait. Oui, toi tu lui en veux pas parce que c'est vrai que Non, moi je lui en veux pas du tout, moi, ouais. ce changement. Non mais évidemment, c'est vrai que là il faut parler du moment croustillant. C'est qu'il y a Parce que, ouais, parce que. non mais il y a cette action côté gauche là, tu sais. Non, mais parce que le but, on le prend pas sur le corner. Bah non. On le prend derrière. Mais ce que beaucoup de gens, parce qu'on va y venir maintenant, ont oublié, c'est que la plupart des gens ont râlé parce qu'ils ont dit c'est pas le changement en soi qui a fait bondir les supporters messins, c'est le fait que en faisant ce changement, les supporters ont considéré que du coup l'arbitre se devait de rajouter du temps et Metz effectivement prend le but à la 94e plus 27 secondes. Mais ce que les gens ont oublié, que voilà, le journaliste de terrain, ça devait être Laurent Pagani, lui dit, l'arbitre, bien avant que Kouyaté rentre, l'arbitre fait un signe aux deux bancs en disant il y a 30 secondes de plus. Avant le corner. Bien sûr. Avant que Vincent Aignan fasse le changement. Donc ça n'aurait rien changé. Si Kouyaté ne serait pas rentré, le corner aurait eu lieu et l'action se serait déroulée et voilà. Si on doit en vouloir à quelqu'un, c'est à la défense messine sur comment ils ont défendu la dernière action. Enfin, si on peut leur en vouloir. Si, moi je vais dire clairement sur cette action de but parce que il y a une chose importante, c'est que donc on sort Angban pour faire rentrer Kouyaté. Moi, il y a un truc qui me choque sur ce but. D'ailleurs, Landreau, je crois, tu sais, sur le plateau du CFC, le dit lui-même. On a l'impression que donc il y a cette passe de Radonjic un peu, tu sais, en retrait pour Morgan Sanson qui est tout seul libre de marquage, il met la balle dans le but. On a le sentiment que les défenseurs de Metz voulaient plus défendre le but que, entre guillemets, défendre sur l'adversaire. Et ça, malheureusement, c'est ce qu'on voit dans 90% des matchs quand il reste 2 minutes. Et je pense que c'est des mentalités qui sont à changer parce que qu'on ne me parle pas de peur quand 1 minute avant, le FC Metz attaque encore à 5. C'est ça, c'est ce que je dis, ouais. On ne me parle pas de peur. Mais il y a cette mentalité de se dire c'est la dernière action, la dernière seconde, donc on va lâcher le marquage individuel pour faire un marquage de zone qui est de mettre l'autobus carrément devant Okidja en fait. C'est ça. Mais ce qui est une mauvaise mentalité, ce qui ne marche quasiment jamais malheureusement. Même si j'arrive à concevoir le fait de le faire à 10 secondes de la fin parce qu'on se dit c'est une dernière action, donc on revient le plus près possible de notre but. Mais malheureusement non, il aurait fallu... c'est fait sans aucune considération de comment l'adversaire est placé au vu de l'action, tu vois. C'est la dernière action, on sait que l'arbitre va siffler derrière, on revient tous, et c'est tous, il n'y en a pas, ils ont tous fait une course vers le gardien. Donc après c'est... J'ai une question un peu, alors c'est dans les si, hein, c'est un peu une hypothèse, mais quand on voit que notamment avant même que Sanson ait la balle, tu sais quand la balle elle est côté gauche, quand Radonjic reçoit la balle, d'accord, tu vois déjà cet alignement de 3 défenseurs centraux messins. Boy, Kouyaté, Dylan Brown. Dylan Brown qui d'ailleurs en mettant le pied a failli la détourner. Oui, on a frôlé le sauvetage, mais j'ai une question dans l'hypothèse. Si c'est Angban qui est encore sur le terrain, tu crois pas que Angban il est à l'entrée de la surface au niveau de Sanson comme on a pu voir un Angban à l'entrée de la surface? Peut-être. Face à, on va te chercher. Non mais attends, juste pour cette théorie vont chercher cette bien sûr. Juste pour expliquer pourquoi je dis ça, parce qu'il y a donc le but encaissé, tu sais, face à Lille avec Araujo qui est
à l'entrée de la surface, mais le plus près étant Angban, au moment où il a la balle dans les pieds. Et puis tu as ce but contre, que tu encaisses contre Paris, où là, Angban était le joueur le plus près de Draxler à l'entrée de la surface de réparation. Et moi, ma question un peu conne, c'est de dire, bah, en fait, si c'est Angban et pas Kouyaté sur le terrain, Angban est, je pense, pas aligné avec les défenseurs centraux de Metz. Il est peut-être un peu plus excentré par rapport à eux. Et peut-être qu'il fait pression sur Sanson. Je dis ça parce que techniquement, celui qui aurait pu être le plus bas possible, Grona Forever, ça aurait été Fofana, quand on y réfléchit. Puisque Fofana était en le milieu défensif normalement aligné, lui, on pourrait pu se dire, lui, il va carrément, tu sais, être au niveau des défenseurs. Mais c'est même pas le cas. Lui, il est carrément dans une position, tu sais, où il tente de presser l'adversaire sur le côté droit, tu vois. Donc, c'est pour ça que je suis en train de te dire, ok, d'accord, il y a eu le motif de changement Kouyaté pour Angban, qui, selon Vincent Lyon, se justifie parce qu'Angban est fatigué et aussi par le coup de pied arrêté. Mais le problème, c'est que moi, aujourd'hui, je suis un peu en mode, mais si Angban, il n'est pas remplacé, Angban, il est là où est Sanson. Et si là où il est Sanson, il a peut-être pas la liberté de la mettre dedans. Après 2 minutes avant, il y a Chimpembe qui rentre. On peut dire que Chimpembe peut aussi être dans cette zone-là. On peut trouver un fautif sur cette action. On peut en trouver... C'est une erreur collective, voilà, on a voulu défendre, on a préféré défendre le but, et ce qui aurait pu très bien fonctionner, hein. Bon voilà, bon après c'est encore un but, voilà. Mais il faut pas taper sur Vincent Lyon. Bah attends, juste par rapport à Vincent Rognon, il faut pas que taper sur lui, parce qu'effectivement, comme tu dis, il est pas sur le terrain à ce moment-là. Après, moi j'en suis à un niveau par rapport à Vincent Ognon qui est exactement ma pensée de la saison dernière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que Vincent Ognon, c'est tout simplement sa 2e saison qu'il entame là en tant qu'entraîneur principal d'une équipe de haut niveau. C'est vrai. On l'oublie très souvent, mais Nancy les prend en cours de route. On est d'accord ? Tu sais, quand il entraîne Nancy. Metz, la première saison en Ligue 2, il le prend en cours de route. Il n'y a que la saison dernière qui est une saison de Ligue 1 où il a fait la préparation et il a entraîné l'équipe du début à la fin. Et là, il démarre sa 2e saison où il entraîne l'équipe du début et normalement, on l'espère jusqu'à la fin. Ça reste comme un entraîneur qui, déjà la saison dernière, mais apprend sur le tas et fait des erreurs. Il fait des erreurs, tu vois, normal. Mais tout entraîneur, comme il est jeune entraîneur, donc à partir du moment où tu es un jeune entraîneur, tu vas forcément faire des erreurs que tu ne feras plus dans 10-15 ans, tu vois. Mais il fait des erreurs et le but, c'est encore une fois qu'il apprenne de ces erreurs-là, mais qu'il ne les refasse plus. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que des choses que l'on peut apparenter à des erreurs de coaching, on peut encore en voir cette saison. Parce que ça reste encore un jeune entraîneur, en fait. Tu vois ce que... Enfin, un jeune entraîneur de premier, hein. Pas adjoint, entraîneur principal. Mais bien sûr. C'est pas le même statut que d'être entraîneur adjoint et de devoir moins assumer de responsabilités que si tu dois diriger l'équipe au quotidien. Parenthèse fermée sur Vincent Ognon, mais je suis d'accord avec toi, on peut pas que taper sur lui. Il a fait des choix tactiques qui étaient assez osés face à Marseille. Faire un 4-3-3 alors qu'il aurait pu faire un 5-3-2. Il a vraiment donner l'impulsion d'une équipe qui cette fois-ci ne doit pas refuser le jeu, et je pense qu'à partir du moment où tu donnes cette impulsion là, on peut pas, et surtout les rentrées en jeu, tu fais rentrer aussi des éléments offensifs, tu fais rentrer Diallo, tu fais rentrer Iyad, tu fais rentrer Chipembe, t'as pas fait rentrer Kouyaté, Yans à la 80e minute de jeu, tu vois, donc je peux pas à un moment donné effectivement tout mettre sur Vincent Lyon, je suis d'accord avec toi. Passons maintenant au top et au flop Grenoble Forever. Alors en top, évidemment, il va falloir parler quand même du joueur qui a même éclaboussé les observateurs de l'extérieur, c'est monsieur Mathieu Hudol, parce que Hudol qui est décisif offensivement, parce que passe décisive, mais il y a aussi d'autres stats comme par exemple, tu sais, les stats, tu sais, la progression que permet ses passes. C'est un des joueurs qui a fait le plus de passes vers l'avant, d'accord, sur ce match. Il fait à peu près, j'ai calculé en équivalent, il fait avancer la balle de près de plus de 300 mètres sur ce match. Meilleur joueur de Metz à ce niveau-là. Tu vois,
Donc, et puis il a l'un des meilleurs taux de passes réussis sur ce match. Donc offensivement, c'est très fort, et défensivement, bah là, pressing, vous irez voir aussi les stats au niveau du pressing, très 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 bon. Plus grand joueur, je crois, en termes d'interception, je crois que c'est Santon et lui qui sont les 2 premiers. Donc, je vois pas comment ne pas mettre top Mathieu Udol. Hein. Ah, mais non, moi je suis d'accord avec Mathieu Udol. Au niveau des flops, alors, ça paraît compliqué, et j'ai cherché un peu, je me suis un peu creusé la tête Grona Forever. Moi, j'ai mis, alors je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai remis Open Gate. Parce que, je m'explique, Open Gate sur ce match, ok, ça a beaucoup dribblé. D'ailleurs, la plupart du temps, ça a très bien dribblé. Il y a eu une action, notamment en première mi-temps, je sais pas si tu t'en souviens, tu sais, où il est sur le côté droit, où il réussit à prendre de vitesse, je crois, c'est Nagatomo, tu sais, à rentrer comme ça à l'intérieur de la surface. Il fait une sorte de passe forte, tu sais, sur Mandanda, en espérant qu'il le repousse dans les pieds de Nian, ce qui est presque arrivé d'ailleurs, parce que Nian a failli avoir la balle justement à la suite de ce centre-tir, si l'on veut. Mais honnêtement, quand je regarde le reste, parce que j'ai regardé le reste, N'Gate sur ce match, si je me trompe pas, il doit faire quoi? Il doit faire environ, j'ai vu 2 tirs, mais il fait aucun tir cadré au final. Et en fait, c'est tout. Parce que même, tu sais, j'ai regardé un peu et ça m'embête de dire ça, mais N'Gate, c'est parmi les titulaires et joueurs de chance, c'est le joueur qui, encore une fois, a le plus mauvais taux de passes réussi dans le match. Il fait genre 19 passes, ce qui est déjà des totals les plus bas, hein, pour commencer. Il fait 63% de passes réussies. Alors ok, c'est un dribbleur, et effectivement on le prend pour ses capacités de dribble, aussi pour son pressing défensif, parce que le monsieur est toujours présent défensivement, hein. Ça ne change pas, hein. Je veux dire, défensivement, N'Gate est toujours l'un des joueurs qui va, sur lequel tu peux compter en termes de pressing défensif, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais autant je peux accepter qu'un Angban ou un Fofana se satisfaisent de stats à vocation défensive, autant pour N'Gate n'avoir que des stats bonnes défensivement et de dribble, bah c'est insuffisant en fait. Ouais, bah si oui, je peux pas mettre un milieu et un défenseur parce que je trouve qu'il a été tellement solide. Donc si je dois mettre un offensif, oui, ça sera forcément au pas aussi. Ouais, N'Gate par élimination. Parce que le choix il est restreint, je peux pas mettre bien un sûr. milieu. Alors que les 3 du. Si on va me dire que Maïga peut-être était un petit peu en dessous d'habitude. Il est tellement concerné dans le jeu par. Faut pas oublier qu'il était un peu. Il y avait. Déjà qu'il n'y a pas Endoram, alors qu'en plus il n'y a pas son collègue Vincent Pajot, il était aussi un peu obligé de tout faire. Donc bon. C'est le joueur qui touche le plus de ballons à Metz, hein, sur ce match. Hein. Mais voilà, il fait un travail de l'ombre. C'est ça qui m'embête, hein, c'est que je peux pas mettre non plus Maïga, tu vois. Je peux pas. Donc, ouais. Donc N'Gate, malheureusement. N'Gate. Bon, on a fait un peu le tour sur les flops et les tops. Évidemment, dans les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez au niveau des flops et des tops. On termine par le classement. Grona Forever, pour terminer tranquillement ce débrief. Le classement du FC Metz à l'issue de cette 5e journée, avec tous les résultats qui ont eu lieu. Le FC Metz est actuellement 17ème, 3 buts marqués et 5 buts encaissés. Écoute, avec au final un total de combien de points déjà? 4 points, hein, avec Strasbourg 18ème à 3 points. Égalité donc avec Lorient, 4 points également, hein, Metz. Ça se resserre, on va dire. Des résultats qui vont dans le sens du FC Metz. Prochaine journée Grona Forever. Un match à domicile contre Lorient. Nous y serons, bien évidemment. Ça va être un grand moment. Ça va être un grand moment. Donc effectivement, réception de Lorient pour un duel entre le 17e et le 16e du championnat. Là aussi, un match déjà important pour la bonne lancée de la saison après ce match qui a eu lieu contre Reims. 2 équipes du bas de tableau, on va dire, qui vont essayer de prendre de l'avance sur l'autre. Bon, je pense qu'on a fait le tour Grona Forever. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débrief. Oh bah merci à toi. Hein. Pour les autres, écoutez, on se retrouvera pour l'avant-match de la rencontre entre Metz et Lorient. D'ici là, n'oubliez pas, les masques c'est très important, hein, il faut les porter, pensez aux autres. Vous pouvez vous abonner à la chaîne comme je l'ai dit au début du débrief, c'est gratuit, ça nous fait énormément plaisir. Les commentaires pour nous dire un peu ce que vous avez pensé de cette rencontre-là.
Portez-vous bien et allez le FCMS.